Ce balado est une présentation de Démocratique. C'est la référence en logiciel de mobilisation politique. Identifiez les électeurs, gérez vos bénévoles et vos donateurs et bénéficiez d'un module avancé de communication. Allez vers la victoire en visitant démocratique.org/logiciel. Démocratique avec un K. démocratique.org/logiciel. Nous sommes engagés civiques. Bonjour, bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on reçoit Dominique Anglade. Bonjour Dominique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Très contente d'être avec vous, très contente de l'invitation. Merci. Donc, Dominique, tu connais un peu la mission des engagés publics. On est curieux de connaître un peu, de démystifier la vie en politique. Pourquoi quelles sont les motivations qui amènent les gens à s'engager comme ça dans une vie politique? Avant toute chose, on va parler de ça, mais avant toute chose, j'ai un impressionnant CV à lire pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent peut-être pas aussi si bien que ça. Je vais te dire honnêtement, moi-même, en faisant mes recherches, j'ai été impressionné. Bon. Donc, Dominique Anglade, baccalauréat en génie industriel de l'École polytechnique de Montréal, maîtrise en administration des affaires à HEC Montréal, chef d'un département d'opération chez Procter & Gamble, à la direction des affaires externes et gouvernementales pour Nortel Network, présidente de la coalition Avenir Québec. On a l'impression qu'on l'a déjà oublié, cet aspect-là, hein, surtout avec la direction que ta carrière politique ou tes implications politiques ont pris. Député de Saint-Henri-Sainte-Anne, vice-première ministre du Québec, ministre de l'économie et de la science et de l'innovation, ministre responsable de la stratégie numérique. Maintenant, on ajoute à ça chef du Parti libéral du Québec. Est-ce qu'il y a un titre à l'intérieur de tout ça qui t'a le plus excité ou qui t'a peut-être celui. Peut-être celui dont tu parles pas. En fait, cool. je suis, je suis maman. Je suis maman de 3 enfants. Et je le mentionne parce que je pense que justement à travers tout ce que tu fais dans la vie, tous tes engagements, moi mon ancre, ce qui me colle au quotidien là, c'est le fait que tu rentres chez toi puis t'as ta famille puis t'as ton petit havre de paix. Qui est aussi celui où tu vas te ressourcer, où tu vas te retrouver. Donc, je pense que cet équilibre-là, il est très, 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 très important. Et rien de tout ça, je le ferais aujourd'hui si j'avais pas ce petit havre de paix que j'ai à la maison. Ben écoute, puisque tu nous amènes sur un petit volet, tu nous dévoiles un peu ta vie privée, la vie hors politique. Parle-nous un petit peu de toi. Qui est Dominique Anglade, la femme normale, celle qui est pas en politique? Le fait de dire que je suis née à Montréal, je suis née à Montréal de parents immigrants haïtiens. Puis j'y ai grandi. Mes parents, mon père était un exilé politique, donc c'est pour ça qu'ils sont venus s'installer au Québec. Il a fait de la prison sous Duvalier. Et peut-être te raconter que j'avais une famille qui est très. C'est pour ça que je parle beaucoup de famille parce que c'est vraiment on a le petit noyau. J'avais ma sœur, mon père, ma mère, mais on était une famille très très tissée serrée avec nos cousins, nos cousines, les grands-parents. Et je dirais que toutes mes implications, quelque part, cette motivation à m'impliquer puis à m'engager, à faire de la politique aujourd'hui, ça vient beaucoup de ce que mes parents m'ont enseigné. Moi, là, j'avais 8 ans que je faisais du porte-à-porte avec mes parents, là, avec ma mère. Je voyais ma mère qui s'impliquait dans des groupes communautaires, des organisations féministes. Mon père s'est engagé. Il a fondé un parti politique à l'international. Ensuite, il a été ministre en Haïti. Donc, l'engagement politique, il vient beaucoup de ce que mes parents m'ont transmis. Et ça, pour moi, c'est un peu ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants aussi. De transmettre un peu ces valeurs-là. Wow, c'est super intéressant. Puis donc là, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a amené en politique. Donc, c'est ancré dans votre famille, cette réalité-là. Donc, pour toi, c'était tout naturel que tu te mettes éventuellement à t'intéresser au volet politique?
Ben, mon père a fait de la politique, mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-arrière-grand-père a fait de la politique. Donc, quelque part, il y a une espèce d'ADN, je crois. Mais ça vient du fait que tu veux trouver un mécanisme pour changer les choses. Tu veux trouver une manière de contribuer à quelque chose qui est plus grand que toi. Et je pense que c'est de là que vient ma motivation. Parallèlement à ça, j'avais ma carrière professionnelle. Ce que j'ai toujours trouvé difficile, c'est que j'avais ma carrière professionnelle, j'avançais dans la vie, j'étais ingénieur, je travaillais dans des entreprises, etc. Puis parallèlement, j'avais des implications sociales, des associations dans lesquelles j'étais impliquée. J'ai fondé Campé, qui est une organisation qui lutte contre la pauvreté, puis pour amener les familles en Haïti qui sont vulnérables vers l'autonomie financière. Donc, mais j'ai jamais réussi à combiner les deux. Puis je trouve que la politique, c'est un bon moyen de le faire. C'est un bon moyen de dire, ben, c'est ta carrière professionnelle, mais c'est aussi ton engagement. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur mécanisme pour arriver à combiner les deux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de militante? Je sais que c'est François Legault, en tout cas, selon Wikipédia, c'est François Legault qui t'aurait amené en politique. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas mal plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené d'une façon concrète là, en politique active? Bien sûr. J'étais chez les jeunes libéraux à l'époque, dans les années 90, 94, 95, 96. Par la suite, j'ai décidé de pas m'impliquer activement dans un parti politique, mais j'ai fait le Parlement jeunesse, j'ai fait le Jeune Conseil de Montréal. Ma première véritable, ma deuxième, j'aurais dire, application, ça a été avec le Parti libéral fédéral. J'ai vécu 3 ans à Vancouver, je me suis impliquée là-bas, je me suis impliquée dans la campagne, je me suis impliquée au niveau de la Colombie-Britannique. Puis quand je suis revenue au Québec en 2009, je me suis dit, je pourrais m'impliquer encore. Donc, j'ai continué à m'impliquer avec le PLC. Puis, il y avait la coalition Avenir Québec François Legault qui réfléchissait à la création de la coalition Avenir Québec qui réunissait du monde de tous les horizons, le Parti québécois, l'ADQ, le Parti libéral. Puis, c'est une idée originale. Je trouve ça intéressant. Donc, j'ai décidé de m'impliquer avec la coalition Avenir Québec. Mais très vite, cette coalition ne correspondait plus à ce que j'étais comme personne. Je me suis pas reconnue là-dedans. Il y avait des questions qui étaient d'ordre identitaire, il y avait des questions qui étaient sur toutes les questions de l'immigration. J'étais pas du tout en accord avec ce qu'on faisait, puis j'aimais pas la manière dont on définissait des politiques publiques. Alors j'ai quitté, pensant que je ferais pas de politique après. En tout cas, pas dans le court terme. Et finalement, je suis revenue avec le Parti libéral, qui est on boucle la boucle. Je suis revenue avec le Parti libéral. Oui, c'est ça, parce que tu as commencé là, finalement. Parce que j'ai commencé là. Donc, revenu là. Puis je dirais que je me souviens encore de mon premier caucus. En 2015, et je me souviens des échanges qu'il y avait au caucus. C'était au sujet de l'éducation, de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on devrait amener. Et tout de suite, je me suis sentie à la maison. Tu sais, t'es pas d'accord avec absolument tout, mais quand t'es d'accord avec 80% de la chose, tu dis bon, je suis à la bonne place. Et je me suis sentie chez moi à ce moment-là. Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui. Qui sont les électeurs de Saint-Henri-Sainte-Anne? Qu'est-ce que tu as appris des électeurs ou du Québec au contact justement des gens de Saint-Henri-Sainte-Anne? Alors, Saint-Henri-Sainte-Anne, c'est un comté qui est complexe, mais tellement intéressant. Alors, on va commencer par dire que c'est Saint-Henri, donc un quartier typiquement, historiquement ouvrier. Il y a des gens dans Saint-Henri qui habitent Saint-Henri depuis 5 générations. Moi, je savais pas qu'il y avait des gens qui habitaient dans un quartier depuis 5-6 générations. T'as des gens qui vivent là depuis de père en fils, de mère en fille. C'est la Petite Bourgogne qui est à toute fin pratique premier quartier noir de Montréal qui a vu naître Oscar Peterson, Oliver Jones, un quartier où il y a beaucoup une communauté noire anglophone historique au Québec. Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, là, c'est là où le milieu communautaire, les organismes communautaires extrêmement engagés, extrêmement présents, et de tout temps d'ailleurs, des gens qui revendiquent beaucoup, qui sont près de leurs citoyens. T'as Ville-et-Mare, Côte-Saint-Paul, communauté italienne, t'as des gens qui sont là, qui sont des nouveaux arrivants,
qui s'installe également. Et puis, dans tout ça, tu as aussi le Griffintown, qui est cette croissance, la gentrification, tout ce qui se passe en termes de développement urbain, tout ce qui est entre guillemets. Donc, c'est tout ça, c'est Henri-Sainte-Anne. C'est une espèce de microcosme de tout ce que l'on va retrouver à Montréal, en fait, avec des écoles qui sont particulièrement défavorisés, des gens qui sont particulièrement engagés. Donc, c'est tout ça, c'est Henri-Sainte-Anne. J'aimerais souligner bon, OK, on est dans un balado, mais là, je suis en FaceTime, en vidéoconférence avec Dominique. Il aurait fallu je voulais que les auditeurs, j'aurais aimé pouvoir décrire le non-verbal de Dominique quand elle parle de son comté. Quand même, on a senti quand même une charge émotive intéressante. Mais là, j'aimerais savoir, c'est quoi les grands dossiers dans Saint-Henri? Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui, mais en fait, les grands dossiers maintenant, quand on parle de la COVID, c'est un comté qui est particulièrement frappé par la COVID. 22 résidences pour personnes âgées, 4 CHSLD, dont un, Yvon Brunet, qui est particulièrement affecté par la crise. L'itinérance, on a beaucoup de groupes, Mission Bon Accueil, ou bien déjà l'Armée du Salut, qui dessert d'une population plus défavorisée, souvent une population itinérante également, pris avec des enjeux de toxicomanie. Donc, des réalités qui sont très difficiles aussi d'un point de vue humain. Et donc, je dirais qu'en termes d'enjeux, cet enjeu humain-là, nos personnes aînées, les personnes vulnérables, les enfants qui ne sont pas de retour à l'école, mais qui sont issus de familles qui n'ont pas nécessairement les moyens, des familles monoparentales, ces enjeux sociaux-là sont immenses dans le comté de Saint-Henri-Sainte-Anne. Immenses. Vous êtes souvent attendu au Parti libéral. Les gens sont sévères avec vous. On l'entend souvent en chambre, justement sur les enjeux sociaux, sur la justice sociale, où on vous ramène constamment l'austérité. Tu te situes comment dans cette situation-là par rapport justement aux enjeux que tu viens de m'énoncer? Ben, il y a deux volets. Moi, je suis issue d'un point de vue professionnel, du développement économique. Je crois beaucoup au développement économique. Justement, puis je voulais faire le lien avec ça, bon point. Le développement économique, le développement de nos entreprises, de nos PME, notre tissu économique est important pour créer de la richesse. Mais créer de la richesse, on n'en crée pas dans l'objectif d'en créer, on crée pour la redistribuer. Et pour moi, ça a toujours été important. Quand j'étais ministre de l'Économie, on a beaucoup investi, par exemple, dans le domaine de l'économie sociale. On a voulu, moi, j'ai toujours été celle qui disait, il n'y a pas de développement économique sans développement social, sans développement environnemental. Et d'ailleurs, dans la plateforme que j'ai présentée, qui m'a amenée à la tête du Parti libéral, j'ai clairement spécifié que à partir d'aujourd'hui, quand on doit penser au développement économique, il faut que l'environnement soit un pilier de développement économique et de développement social. Il faut qu'on le mette au cœur de ce que l'on fait, puis d'arrêter de penser que c'est un ou l'autre. Il faut absolument que ce soit intégré et qu'on ait une vision d'ensemble. Pour moi, cet équilibre-là est extrêmement important. Puis quand on va dans les valeurs libérales, il y a le volet développement économique, mais il y a aussi le volet justice sociale. Puis je pense que quand on s'éloigne de l'un, on s'éloigne de ce que c'est qu'être fondamentalement un libéral. Mais est-ce qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'à ce moment-là, est-ce que tu irais jusqu'à dire que le parti s'était un peu éloigné de ce que c'est fondamentalement être libéral dans, mettons, disons, dans les 8 dernières années? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que à certains égards, il y a des volets qui n'ont pas été mis de l'avant, effectivement. Okay. Quand tu regardes, par exemple, l'équilibre budgétaire a été, moi je crois beaucoup à l'équilibre budgétaire, j'en suis parce que je pense que c'est une bonne manière de gérer les choses. En ce moment, mais maintenant on n'est plus là-dedans. Hein, ouais. Non, ben on n'est plus là-dedans parce qu'il y a une autre réalité. Mais la raison pour laquelle j'y crois, c'est aussi parce que en temps difficile, on a besoin de se donner des moyens, d'avoir des moyens, d'avoir des leviers que t'aurais pas si déjà t'es en déficit après déficit puis t'es hyper endetté. Quand une crise comme ça arrive, c'est très difficile de t'en sortir après. Donc, j'y crois justement parce qu'il y a des événements comme ça qui se produisent puis on se donne les moyens de passer à travers. Et donc, ce volet-là, ce volet plus humain, plus social, à mon avis, mérite plus de place au sein du Parti libéral du Québec. Puis je le dis bien candidement.
Et ça, dans toutes nos régions, on a besoin de voir ça. Et je crois que la crise va faire en sorte que, par exemple, toute la question de l'économie sociale va émerger encore davantage parce que les gens vont vouloir s'accrocher à quelque chose qui est proche d'eux, qui est plus ancré dans la réalité au quotidien. Je crois que ce volet-là risque d'être développé également. Tu as amené un point à travers ta réponse que j'avais peut-être que je vais ramener plus haut, c'était dans mes questions. Les régions. C'est difficile, là. À la dernière élection, on a vu le PLQ être carrément disparaître des régions. Comment avez-vous un plan pour ramener le PLQ au cœur dans le cœur du reste du Québec? C'est essentiel. Puis je dirais que on dit à la dernière élection, le PLQ il y a pas beaucoup de comtés que l'on a dans les régions. Mais la réalité, c'est que on a toujours eu des militants dans toutes les régions du Québec. On est ancré. Quand j'ai fait signer mon bulletin, il n'y avait pas un comté où j'avais pas une signature au Québec. On a des militants partout. Ce qu'il faut, c'est être collé aux réalités, aux besoins des régions. Dans ce que j'ai proposé justement une charte des régions. Moi, je crois à une société dans laquelle chaque individu peut contribuer au meilleur de son potentiel, mais chaque région peut contribuer au meilleur de son potentiel. Je commençais à regarder les résultats région par région de ce que fait la COVID et c'est inégal. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est particulièrement frappé, les Laurentides, la Naudière, l'Estrie. Il y a des endroits qui sont particulièrement frappés par la COVID en termes d'impact économique. Je pense que on a besoin de se centrer sur comment est-ce que région par région, on va être capable de trouver des mécanismes qui vont permettre à la région de vraiment pleinement contribuer. Ça veut dire mur à mur, faut oublier ça. Il faut qu'on ait des leviers très spécifiques par région qui vont permettre ce développement-là. Donc, c'est la piste de solution de ce que vous avez à proposer au PLQ pour justement regagner un peu, avoir une meilleure part d'amour auprès des électeurs régionaux. Mais j'espère que c'est pas. C'est sûr qu'il y a un volet qui est dit OK, on a une campagne électorale qu'on va mener en 2022, puis on va aller reconquérir le cœur des Québécois. C'est vrai. Mais dans le fondamental, une société se développe parce que tous ces éléments, tout ce qui fait partie de ta société, y contribue. Moi, je crois énormément au fait que t'as des gens. J'ai fait 30 000 kilomètres dans la dernière année. Là, j'ai parcouru toutes les régions du Québec. Puis moi, ce qui me manque, c'est d'arriver dans la région, il y a personne qui dit « Oh, moi, ma région, je l'aime pas trop. Ça m'intéresse pas. » Tu te rencontres du monde là, qui est passionné, qui a des idées, mais qui est aussi bloqué pour toutes sortes de raisons, parce que le système d'éducation fait en sorte que c'est pas suffisamment flexible, parce que ils sont pas capables d'attirer les gens dans leur région. L'enjeu démographique qui est partout. Fait c'est des gens qui sont passionnés. Moi, je pense qu'il faut ce qu'on fasse, c'est donner les moyens aux gens de pouvoir atteindre leur plein potentiel. On a eu la chance de faire un documentaire audio dans les différents congrès. On est allé évidemment au Parti libéral, puis c'était au cœur des enjeux qui étaient discutés. Je sais que vous en avez parlé beaucoup. C'était quoi les constats de votre bilan? Qu'est-ce qui explique selon toi, Dominique, même, ça m'intéresse encore plus finalement que de par le parti, justement cet éloignement-là auprès des électeurs? Ben ça vient du fait que, honnêtement, là, ça va être très de base que je vais dire, mais t'écoutes pas ce que les gens sont en train de te dire. T'écoutes pas. C'est quand même un constat dur à faire quand t'es. Oui, mais c'est le constat, c'est le constat qu'il faut faire. Ouais. C'est le constat qu'il faut faire. Quand les gens te disent, ben là, je suis pas contente sur telle affaire, vous m'avez pas entendu sur la question des CRIP et des CLD. La réalité spécifique de ma région, j'ai besoin d'avoir des organismes. C'est pas partout pareil. Il y a une réalité qui est différente. Tu prends des décisions parfois qui sont des décisions qui sont paramétriques, comme si elles s'appliquaient dans toutes les 17 régions du Québec. C'est pas vrai, ça. Et donc, je pense que quand tu arrêtes d'écouter, quand les gens se sentent pris pour acquis, ça, c'est un constat qu'il faut quand même faire par rapport à ça. Puis, donc, je sais pas c'est quoi le pourcentage du rôle du politicien qui est de l'écoute, mais ça doit être 50-60% à mon avis. Là. Puis un bon politicien, il va écouter, puis après ça, il va convertir ça en action concrète. Puis après ça, il va se dire, bon, comment est-ce que j'amène plus d'agilité, puis que quand je fais une erreur, je reviens, puis j'essaie d'améliorer les choses. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Donc, tu serais rendu là dans le plan. Vous seriez, en fait, on peut parler en termes de parti dans ce contexte-là, vous allez entamer une grande phase d'écoute. Est-ce que c'est quelque chose qui est
Je suis en train de révéler une première phase d'un plan? Non, non, parce que c'est ce que j'ai fait pendant la dernière année, dans la tournée, c'est ce que j'ai voulu faire, de ramasser des idées, d'amener des propositions. Et donc, c'est dans cette direction-là que je me suis orientée. Et j'aimerais dire que l'écoute, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète? Ça veut dire... excusez-moi, il y a quelqu'un... Alors là, je m'excuse, là, je vais devoir juste arrêter 2 secondes. Bon, on peut continuer à parler, là, mais il y a comme quelqu'un... Les enfants sont encore... Qu'est-ce qui se passe? Attends... 2 secondes par rapport à tout ça. Là, c'est un classique. Oui. C'est un classique de la période actuelle où on a quelqu'un qui... Pour les auditeurs, au cas que je garde ce volet-là, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, je pense, chez Dominique, pendant l'entrevue. Donc, ce que j'appelle un classique de la période actuelle, c'est que pour ceux qui vivent en vidéoconférence, qui travaillent en vidéoconférence depuis... Bon, exactement. Donc là, il va falloir que j'envoie mon chum aller régler ça, puis là, il a pas entendu la scène. Ben, écoute, on peut aussi reprendre, là, je veux pas... il y a des priorités. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a aucun problème, c'est bon. OK, c'est bon. On est correct, on continue. J'adore. Je pense le garder, je sais pas si ça te... Les enfants, non, tout à fait, les enfants dorment. Mon chum est en bas, il entend pas, arrive le gars. Je sais pas ce qu'ils vont livrer, là, mais c'est moi quelque chose de fait. OK, c'est bon, tout est réglé. Donc, c'est bon. Écoute, c'est quoi qu'on est là? J'ai perdu le fil avec tout ça. On disait quoi? On parlait de... on parlait de la phase d'écoute, puis là, tu disais en gros que le bout de campagne, puis c'est le fun parce qu'on va pouvoir y revenir sur le volet campagne à course à la chefferie, mais tu disais que cette course-là t'avait permis justement de pouvoir procéder à une certaine écoute à travers le Québec. Oui, puis c'est ça le fun. Puis on était rendu à la phase plus débat, de présenter les idées. J'ai présenté le nouveau pacte économique pour le climat qu'on veut mettre de l'avant. J'ai pu présenter la charte des régions. Puis là maintenant, à l'intérieur même du parti, on va vouloir impliquer toutes les personnes qui veulent participer à ça puis participer aux échanges. Mais ce qui est le fun, c'est que depuis quelques semaines, là, ça fait juste 2 semaines et demie là, que je suis chef du parti. Mais tu as des gens qui veulent contribuer. Ils disent, moi, je veux parler de ça, je veux parler de tel enjeu, je veux mettre ça dans une plateforme, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est canaliser nos énergies pour pouvoir bâtir cette plateforme-là. Et tu me parles de travailler au sein du parti, puis là, tu sais, tu m'amènes sur on va parler un petit peu de la course qui a été courte, un petit peu bizarre parce que bouleversée par les événements qu'on connaît, mais on a vu de quoi pendant la course qu'on n'a pas été habitué de voir au Parti libéral. On a eu l'impression de voir poindre un peu de chicane avec, en tout cas, les débats se sont un peu échauffés, chose que avant on parlait du Parti québécois comme du parti de la chicane. Est-ce que il y a une division ou comment vous ressortez de cette campagne-là comme groupe? Ben honnêtement, je pense très bien. Naturellement, moi, je suis une militante qui aime rassembler des militants. C'est ça que j'aime faire dans la vie. Et c'est mon rôle que de le faire. Donc, la dynamique, c'est d'aller rencontrer tous mes collègues, ceux qui étaient avec moi, ceux qui n'étaient pas avec moi initialement, puis de dire, on forme une équipe. Puis jusqu'à présent, la réception a été très bonne. Puis ça va être mon rôle de m'assurer qu'il y ait une grande cohésion. Ça va être mon rôle de m'assurer que tout le monde sente qu'il y a une place importante à jouer. Et moi, je suis de celle qui se dit, chaque personne peut contribuer encore une fois. Fait que, si tu as envie d'embarquer, là, embarque. Puis, est-ce que tout le monde embarque? Ah, ben les gens embarquent. Je parlais avec des gens qui étaient impliqués avec Alexandre Cusson, puis il me dit, moi, je veux vraiment m'impliquer avec toi, puis je suis prête à m'investir, etc. Il y a pas plus tard qu'hier soir, il y avait une personne en particulier qui me disait à quel point elle voulait s'impliquer. Puis c'est correct, les gens font des choix, puis après ça, c'est à toi d'aller convaincre. Puis une des choses que j'aime le plus aussi en politique, ben, c'est d'aller parler au monde puis d'aller les convaincre. Donc, ça fait partie du... tu sais, quand j'ai commencé, les gens disaient elle n'est pas des régions. Comment est-ce qu'elle va faire pour aller convaincre les gens des régions? Je veux préciser qu'on a entendu ça au sein du Parti libéral. Ben oui, tout à fait. C'était pas en dehors du Parti libéral que les gens disaient ça. Puis tu sais... C'était d'ailleurs surprenant d'entendre ça. Que les gens...
je pense que les gens, tu dois bien de venir de quelque part. Bon, alors moi, je viens de Notre-Dame-de-Grâce. Moi, j'ai Charles Lebeau. C'est ça. Tu viens de quelque part, mais l'important, c'est ta capacité à aller te connecter avec le monde, aller parler, aller comprendre les enjeux. C'est ça qui est important. Puis c'est pour ça que je suis partie tôt dans la campagne, parce que je voulais aller à la rencontre des gens. J'ai dit, il y a des gens qui seront pas convaincus, puis j'allais rencontrer du monde qui était vraiment pas convaincu de ma candidature. Puis après ça, ils me disaient, bon, finalement, j'ai décidé d'embarquer, j'ai réfléchi, je vous ai vu, puis j'ai fait mon choix. Puis ça, c'était le fun. Il y avait, dans la course, il y avait votre collègue Marois Risky qui semblait dire qu'on prenait pas tous les apprentissages au point de vue de ce qu'on a vécu, au point de vue de l'éthique dans les derniers mois au Parti libéral. Vous en êtes où avec tout ça? Est-ce que vous êtes en bonne relation avec Marois Risky, qu'on a eu d'ailleurs en entrevue? Oui, ben oui, tout à fait. Moi, je suis en très bonne relation. C'est une fille qui est très intelligente, qui pousse énormément, qui est quelqu'un qui a faim, là, qui veut en découdre, qui est passionné. Puis du monde comme ça en politique, t'es vraiment chanceux d'en avoir. Sur toute la question de l'éthique, pour moi, il y a un seul mot qui me vient en tête, faites deux, tolérance zéro. Je veux dire, point. Tolérance zéro. C'est une manière de te gouverner, c'est la manière dont je me suis toujours gouvernée. Puis ça, c'est peu importe les questions d'éthique, ça peut être des questions d'ordre, peu importe les sujets que l'on couvre en matière d'éthique. Tolérance zéro, point. Peu importe l'allégeance politique. Moi, je suis pas d'allégeance du PLQ, puis c'est pas important dans la situation, mais je pense que d'avoir une Dominique Anglade et une Marois Risky unies, c'est un plus pour le Québec. Je veux juste préciser ça. On aime beaucoup Marois Risky. On apprend à te connaître, Dominique. C'est absolument merveilleux. Merci encore pour la générosité pour l'entrevue. OK, maintenant, on l'a pas eu la campagne vraiment. Hein? On n'a pas eu la chance de vous entendre beaucoup. Puis moi, j'ai une question par rapport, tu t'es présenté pour devenir chef du PLQ. Tu es maintenant la chef du PLQ. Mais là, ce qu'on aurait aimé entendre, c'est pourquoi toi, pourquoi maintenant? Mais vraiment axé sur pourquoi c'est toi que ça nous prenait là? Comme chef du PLQ. Ben écoute, je dirais la première chose, tout à l'heure, je l'ai dit quand j'étais militante qui veut rassembler des militants, c'est la première des choses. Mais il faut porter quelque part une vision. Moi, je crois qu'on est rendu au Québec à avoir un projet de société qui nous unit, qui nous rassemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas porté de grands projets. Il y a des grands projets quand on pense à la Révolution tranquille, bien sûr avec l'hydroélectricité, mais je pense qu'on est rendu là. Puis je pense que le nouveau pacte économique pour le climat, c'est un peu ce message à envoyer que on veut quelque chose où tout le monde sent qu'il est capable de contribuer, qu'il est capable de faire une différence. Et c'est ce que je vais vouloir proposer. Donc, d'une part, il y a le côté de la vision que j'aimerais proposer. D'autre part, le côté de rassembler les forces, j'aimerais ça, les gens de toute allégeance, des gens qui ont toujours voté libéral, des gens qui n'ont jamais voté. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoute, moi, j'ai jamais voté libéral, mais avec toi, je pense que je vais vraiment y réfléchir. Tant mieux, parce que ça nous prend du monde pour rassembler. Puis moi, je regarde le Québec, je me dis, on dit le Québec des régions, puis le Québec de toute la région métropolitaine qui représente 50% de la population. Là, il y a 57 comtés qui sont dans la région métropolitaine. Il va falloir qu'on s'unisse, il va falloir qu'on fasse ça ensemble, il va falloir que chacun sente que on fait partie d'un même lieu, mais avec nos réalités régionales, puis faire en sorte que chacune des régions, toute la question de la démographie, de la vitalité de nos régions, elle est essentielle. L'occupation du territoire est essentielle. Donc, il va falloir qu'on soit capable de poser des gestes qui vont faire en sorte qu'on arrête de perdre 300 personnes, 400 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on essaie de voir comment on peut reproduire le fait qu'en Gaspésie, aujourd'hui, dans les dernières années, il y a eu un sol migratoire positif. Comment est-ce qu'on va être capable de contribuer à ça? Moi, j'y crois. J'y crois, je suis passionnée par ça, puis c'est pour ça que je me suis présentée. La crise, écoute, je t'avais dit tantôt avant l'entrevue que je faisais attention de pas trop temporaliser, mais en même temps, on n'a pas le choix de parler un petit peu de la crise sur le COVID. Comment tu vois la chose actuellement? Est-ce que tu penses que le Québec a bien... Et même, j'aimerais t'entendre au point de vue même, permettons-nous de parler des partis. Est-ce que selon toi, le gouvernement actuel, le gouvernement Legault, gère bien la crise?
Mais au début, je peux dire que le gouvernement a fait un très bon travail pour assurer toute la question de la cohésion, du message envoyé, le fait que on se sente vraiment soutenu, guidé, dirigé en période de crise. Alors, je pense que le gouvernement a fait un très bon travail à ce niveau-là. Les Québécois ont bien répondu aussi. Hein? Puis les Québécois ont très bien répondu en solidarité, en empathie. Et ça a été vraiment bien. Mais la réalité aujourd'hui rattrape quand même le Québec. On est quand même un des pires endroits au monde en termes de décès pour notre population. Et je pense qu'il faut qu'on en soit pleinement conscient. Il y a eu des ratés sur les transferts de patients d'un endroit à l'autre, le transfert de personnel. Quand on regarde ce qu'ils ont fait en Colombie-Britannique, puis la manière dont ils ont testé, ça a fait en sorte qu'ils ont pu éviter bien des catastrophes, ce qu'on n'a pas été capable de faire au Québec. Je pense qu'il faut qu'on soit très réaliste par rapport à ça. Et moi, je suis alors, tantôt, tu disais, je suis ingénieur, mais j'adore les données, j'adore les chiffres. J'aime qu'on prenne des décisions qui soient basées sur des données, sur ce que nous dit la science. Et je regarde ce que fait New York en termes de transparence sur la situation région par région. Moi, j'aimerais qu'au Québec, on aspire à avoir ce type de transparence-là, parce que c'est dans une région, tu regardes et tu te dis, OK, il y a 7 critères. Il y en a 2 qui sont rouges, il y en a 4 il y en a 5 qui sont verts, puis voici ce qui nous manque présentement pour assurer un déconfinement. Puis tu peux suivre ce qui se passe au quotidien, ce qui est beaucoup moins le cas au Québec. Donc, moi, j'encouragerais le gouvernement à être beaucoup plus basé sur la science. Est-ce que c'est parce qu'on l'a tout simplement pas, cette donnée-là, cette data-là, ou c'est parce que c'est dans la façon dont on ne l'utilise pas? Ben, je pense que ça doit être une combinaison des deux. Puis, c'est aussi, par exemple, c'est aussi des choix politiques. Je vais donner un autre exemple. On a des PME aujourd'hui, des petites entreprises. On sait que c'est difficile pour nos petites entreprises. Là. Puis c'est le tissu économique de nos régions. Puis quand on parle de développement économique, là encore, on parle de l'impact sur les communautés. Moi, je regarde d'autres juridictions, puis d'autres juridictions ont décidé de donner plus de moyens aux petites entreprises. Puis là, je parle d'autres juridictions au sein du Canada. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne fait pas d'aide directe à nos entreprises. On ne fait pas d'investissement direct. On dit, vous pouvez emprunter de l'argent. Je crois que dire à notre entreprise d'emprunter, ça va ralentir notre relance. Alors, il faudrait qu'on décide d'investir tout de suite dans des éléments clés, puis on aura encore des propositions dans les prochaines semaines à ce niveau-là. Donc, c'est aussi une vision, ta capacité de te projeter, puis ta capacité de dire, si tu veux réussir, oui à la crise, mais dans 6 mois, c'est autre chose. Dans 2 ans, c'est autre chose. Quels sont les gestes que je dois poser aujourd'hui qui vont faire une différence? 200 millions américains pour le cirque à ce moment-là, dans le contexte de ce que tu nous amènes. On parle de PME et petites entreprises. Est-ce qu'il y a un débalancement par rapport aux priorités? Moi, il est clair pour moi que si on est capable de faire ça, on devrait être capable d'investir de manière importante dans nos petites entreprises, notamment dans dans tout ce qui s'appelle toutes nos régions. D'autant plus que cette entente-là, il n'y a pas beaucoup d'informations qui a circulé. On dit que le gouvernement a investi, il n'y a pas beaucoup d'informations qui a circulé. Je crois personnellement que on est une société de PME. S'il y a quelqu'un qui comprend la nécessité d'investir de manière stratégique dans des sociétés qui sont 100% qui sont à actionnariat québécois, c'est bien moi. Je pense qu'il y a des secteurs qui sont névralgiques pour notre économie. Mais nos petites entreprises ne peuvent pas être oubliées. Nos entrepreneurs. Puis il faut pas oublier non plus que il y a peut-être 30 000, 40 000, 50 000 entreprises qui vont changer de main de propriétaire dans les prochaines années. Alors imagine aujourd'hui, tu es propriétaire d'une entreprise, tu veux le céder, ton entreprise, mais là peut-être que tu n'auras pas d'acheteur. Tu veux pas que cette entreprise-là dise finalement je mets la clé dans la porte puis c'est fini. Parce que c'est là que tu commences à avoir des effets de décroissance qui sont importants. Merci beaucoup, Dominique. C'est comme je dis encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. En terminant, si tu avais je te laisse un espace pour nous communiquer un message. Si tu avais un message en terminant, ça serait lequel? Moi, j'aimerais beaucoup que les gens, là, on parle là, je parle directement avec toi, un converti. Oui, mais en général, puissent croire dans la capacité de politique
puisse croire en la capacité de la politique de faire avancer les choses, de faire avancer des sujets, des gens qui ont envie de s'impliquer, des gens qui ont envie de se dire, OK, ben moi, je vais voir de quoi ça a l'air, d'aller tester ça. Moi, j'ai envie de convaincre le plus de personnes possible d'embarquer avec nous, de venir voir. C'est plaisant. On est plutôt sympathique. Alors, il faut que les gens viennent nous voir. On est plutôt sympathique comme gang. Puis, de venir échanger avec nous parce que le renouveau, ça passe par là. Ça passe par justement des gens qui ont envie d'y croire à nouveau. Écoute, c'est tellement important ce que tu viens de dire, puis on aime le mentionner régulièrement. S'il y a des choses que vous aimez pas, impliquez-vous. Engagez-vous. Tout le monde, les partis sont ouverts. On a la chance, peu importe le parti, de pouvoir y aller. Fait que donc, on peut même si moi, tantôt, je disais que j'étais pas un sympathisant PLQ, ben, s'il y avait des choses où je voudrais agir, je pourrais me devenir membre du PLQ puis aller agir. Donc, engagez-vous, c'est très important. Puis, merci pour le message, Dominique. J'aime beaucoup. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez écouter d'autres entrevues comme celle-là à travers nos différents balados. On est sur SoundCloud, on est sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez nous écouter sur Spotify. On a une page Facebook. Vous pouvez venir nous commenter. On est sur YouTube, Twitter. On est même sur Instagram, imaginez, pour un balado. Donc, encore une fois, merci Dominique. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Et on se revoit on se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Au revoir. Côte-Nord tantôt parce que mon collègue du Parti québécois, Martin Ouellette, nous a amené du crabe et des crevettes. Alors, on est très contents, donc on va aller manger ça tantôt. C'est le fun. C'est parfait. Voilà.